Bonjour à tous, je propose de faire, un petit bonus, dans le cadre de la playlist pour le film ADN. Aujourd'hui, on va parler de la question: «Les dolmens sont-ils des tombeaux?» Parce que dans le film ADN, évidemment, on montre que les dolmens pourraient être, autre chose aussi, ou autre chose carrément. Alors, cette histoire des dolmens sont-ils des tombeaux? Est-ce que ce sont les sépultures d'anciens chefs, de clans locaux à une époque certaine, pour lesquels on aurait érigé un monument majeur et majestueux? C'est une idée qui est assez commune, qui est quasiment un consensus, hein, quasiment personne ne remet ça en cause. Mais, quand même, ça vaut le coup de se poser la question: sur quoi s'est-on basé pour affirmer cela? Heu, pour ça, vous allez voir, on va examiner les tout premiers rapports de fouilles de l'époque de l'archéologie scientifique au cours du 19e siècle. On a eu les premiers rapports de fouilles qui ont été faits, sur des dolmens inviolés, des dolmens majeurs, les grands tumulus de Bretagne notamment. Et on va les examiner, mais on va essayer de comprendre, par exemple, les dolmens. Aujourd'hui, il y en a pas mal dans lesquels il a été retrouvé des débris d'ossements, un peu partout en France, soit à l'intérieur, soit autour. Toutefois, il faut savoir que les dolmens ont été réemployés pendant des siècles et des millénaires. Et du coup, si 2000 ans plus tard, une tribu qui a plus du tout la même culture ou un peuple n'a pas la même culture décide d'y mettre, ses ossements, les restes de ses morts à l'intérieur, par dizaines, parce que c'est ce qui se passe, hein, souvent il y a des dolmens dans lesquels on trouve des dizaines de restes humains différents. Heu, en quoi cela nous enseigne sur la fonction d'origine du dolmen? Puisque chez nous, les églises et cathédrales peuvent contenir des tombes. À côté des églises, il y a des cimetières, avec des dizaines et des dizaines, voire des centaines de sépultures. Et pourtant, on ne dit pas que les églises et les cathédrales sont des tombeaux. Donc, la question est vraiment: quelle était la fonction d'origine? Que ça ait pu servir un jour ou l'autre, de lieu de sépulture, rituel dans lequel on récupère des ossements de morts qu'on met à l'intérieur pour des raisons diverses, ça paraît évident. Mais la fonction d'origine, elle est beaucoup moins évidente. Et il faut savoir qu'on n'a aucune trace écrite. Et comme on n'a aucune trace écrite, on est obligé de s'appuyer sur d'autres choses. Alors, on va étudier un peu ces questions. Heu, lorsqu'on trouve des dolmens inviolés en Bretagne, il y en a quelques-uns, heu, ils sont vides la plupart du temps. On trouve pas de sépulture à l'intérieur. Et donc un des arguments est de dire: «Oui, mais en Bretagne, la terre est granitique, du coup, c'est acide, ça dissout tous les corps, il reste plus rien au bout de 1000 ans». Et ça, c'est un poncif qui est faux, quoi. En réalité, on a trouvé des ossements d'animaux, des dents de chevaux, quelques débris d'ossements humains dans des monuments ou dans la terre de Bretagne. Donc c'est pas vrai, ça peut résister au temps. En plus, il y a des tas de dolmens, dans des régions de France qui sont des régions calcaires, je pense à l'Aveyron, l'Ardèche, où il y a des milliers de dolmens. Et les preuves matérielles, sur des monuments inviolés sont pas plus nombreuses. Donc on est quand même face à une question, c'est à l'origine, quelles sont les preuves? Alors pour aller savoir quelles sont les preuves, on va analyser les faits, on va aller lire les premiers rapports de fouilles qui ont été faits dans les années 1850-1860 par René Gall, qui faisait ça pour la Société polymatique du Morbihan. Et donc il y a des rapports qui sont consultables sur internet, que je suis allé chercher, que j'ai depuis un petit moment en fait dans les archives. Là, je les ai ressortis, je les ai un petit peu relus et on va analyser les faits. Par exemple, dans le tumulus Saint-Michel et le tumulus de Tumiac, il y a un rapport de 1862 qui parle de ces découvertes. Et dans, les caveaux du tumulus de Tumiac et Saint-Michel, on y a trouvé un mélange de terre, de cendres, des débris de charbon, des débris osseux, animaux et humains. Puis on y a entreposé des objets, comme des haches, tranchant vers le haut à la verticale, qui ont été plantés dans cette espèce de mélange de terreau avec tous ces débris. Et avec des petits objets en pierre, des pendelopes, ce genre de choses. Et voilà, voilà ce qu'on a trouvé à l'intérieur. On n'a pas retrouvé un corps allongé avec ses objets d'apparat, son trésor, et cetera. Et les débats qu'il y a eu à l'époque, dans ce rapport,
dont j'ai mis le lien dans l'article. En fait, René Gall, lui, d'entrée de jeu, on voit bien qu'il est convaincu qu'il a retrouvé une sépulture. Il dit: «Ouais, j'ai retrouvé un petit bout d'os avec des cheveux. Là, ça devait être le crâne et puis là, il y avait d'autres petits bouts d'os, donc je pense qu'il devait être allongé dans ce sens-là». Et en fait, il y a d'autres scientifiques qui lui disent à partir de ce qu'il a rapporté, ils disent: «Non mais, là, ce que tu décris, c'est pas cohérent». Il lui explique pourquoi, et notamment, le petit bout d'os que tu prends pour un bout de crâne, par exemple, on l'a examiné et en fait, c'est un morceau de crâne animal visiblement avec des poils et pas des cheveux. Voilà. Donc, évidemment, voilà, on n'a pas trouvé de sépulture à l'intérieur du tumulus Saint-Michel et c'est ce qu'essayait de faire croire dans un reportage qui s'appelait, Karnak sur les traces du royaume disparu. C'est ce qu'a essayé de faire croire Cyril Chéniaud dans le reportage. Et dans le reportage, on voit, comme un squelette qui est représenté, allongé avec des objets autour. En fait, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Ça, c'est une fake news. Il suffit d'aller lire le rapport pour s'en rendre compte. Il y a eu d'autres, tumulus, alors on va regarder. Il y a des rapports sur le tumulus de Moustoir et il y a 2 personnes qui l'ont étudié, donc René Gall et puis un médecin, le docteur Alphonse Morisset et bah, parmi les restes de terreaux qu'ils ont trouvés également, de terreaux, de cendres, de poteries, de pierres polies, donc la même chose. Donc quand je dis un terreau, ça veut dire que c'est une terre, c'est pas de la terre qu'on a ramenée, c'est une sorte de mélange bien particulier qui a été mis là, qui a pas été à l'époque bien déterminé. Voilà. Et donc on trouve des débris osseux d'animaux et d'humains, les 2, pareil. Et le docteur Morisset, il dit, que lui, il n'est pas parvenu à identifier avec certitude la provenance humaine de ces os. Et il termine en confirmant que des ossements d'animaux calcinés sont bien présents. Voilà ce qu'il dit. Dans le tumulus du Moustoir, qui est un des autres très grands tumulus de la région. Le cairn du Manet Airweg, c'est pareil, c'est un immense cairn de pierre et au centre, il y a une chambre constituée de grosses dalles de pierre qui ont permis de fermer une sorte de coffre. Et à l'intérieur, si on lit le rapport de fouille de René Gall, il y a un moment donné, il écrit: «Mais la preuve certaine, irréfutable, je ne puis vous la donner, je ne l'ai pas. Malgré les recherches les plus soigneuses et les plus opiniâtres, je n'ai pas trouvé d'ossements». Voilà, c'est écrit dans le rapport. Il y en a un autre plus intéressant, c'est le dolmen du Manélude. Alors dans le dolmen du Manélude, ils ont bien trouvé des ossements. Alors c'est assez étrange parce que ce qu'ils ont trouvé, ce sont des ossements qui semblent venir de 2 squelettes différents, qui étaient entreposés côte à côte, mais l'un était brûlé, l'autre pas. De plus, ce n'étaient uniquement des ossements de la partie droite du corps. Je parle pas d'un corps entier découpé en 2. C'était des par exemple, s'il y avait les humérus, par exemple, c'était que à droite. S'il y avait des côtes, c'était que des côtes droites. S'il y avait un bout de quelque chose, c'était toujours le côté droit. Donc un brûlé, l'autre pas, et c'était les côtés droits et ils étaient posés l'un d'à côté de l'autre. Donc ça ressemble pas non plus à la sépulture d'un ancien chef. En fait, ça ressemble plus à un moment donné, on a trié des débris humains, débris osseux, qu'on a rassemblés, qu'on est allé mettre à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur, il y a aussi des débris d'animaux, de chevaux, des dents de cheval, des extraits, des morceaux de crâne de chevaux, qui sont présents également dans ce tumulus. Donc, là, c'est pareil, c'est assez compliqué, de dire qu'on est face à la sépulture d'un ancien chef, parce que le fait de mettre un corps calciné, enfin, des débris osseux calcinés, d'autres pas, et uniquement les os du côté droit, c'est assez troublant. Ça ressemble quand même il y a un rituel derrière. On sent qu'il y a quelque chose, on ne sait pas quoi, mais ça ressemble très clairement à un rituel. Donc on n'est pas tout à fait, dans une vraie sépulture d'un roi qui serait là avec ses objets d'apparat, comme un pharaon. OK? Le cairn de Gavrinis, alors, bah, là, c'est pareil, il y a un rapport de fouille que j'ai trouvé, enfin des écrits qui sont faits par, l'association archéologique Kergal, qui parlent des premières personnes à avoir fouillé ce monument. Dans les années 1800 et les fouilles entreprises ne livrèrent pas de restes de sépultures. On trouva des tessons de poterie, des débris de charbon, de bois et de coquillages. Voilà, voilà, voilà. Il y a d'autres dolmens à Violet. Alors dans la région, j'ai mis un lien. C'est un dolmen, c'est pareil, on y a trouvé, des pièces de poterie, des objets en pierre polie et des restes d'animaux. Voilà. Donc voilà, vous allez voir ça. Alors évidemment, j'ai donné des exemples ici.
C'est ce que j'ai trouvé sur les 1 fouilles qui ont été faites dans les années 1850 et en fait, on a un problème, c'est qu'il y a aucune base de données de tous les monuments inviolés qui ont été fouillés depuis cette époque-là. Alors, quand je dis ça, il y a un archéologue qui mettait des commentaires sur YouTube en disant: «Mais c'est pas vrai, je sais qu'elle existe, il faut aller voir là». Alors je lui demande: «Bah, produisez-nous cette base, dites-nous où elle est ou montrez-nous un exemple». Non, pas moyen, il veut pas. Il dit: «Je sais que ça existe», mais il veut pas nous le montrer. Et moi je dis qu'il n'existe pas de base de données de tous les dolmens inviolés en France. C'est-à-dire de ceux qui étaient dont on pense qu'ils ont jamais été ouverts, à part par les premiers archéologues. Pour moi, il y a pas cette base de données. Si vous l'avez, ben, produisez-la. On pourra étudier de manière statistique en fait, et ben, voilà, dans quel nombre, de dolmens on a retrouvé effectivement une vraie sépulture ou juste une sorte de mélange, assez étrange dont on va reparler après. Voilà, on aurait ça, on serait content, mais on l'a pas, on l'a pas. Donc c'est compliqué de dire: «Voilà, on est sûr que c'est ça». Oui, ça a servi dans les siècles et les millénaires plus tard, il y a eu des sépultures, mais on connaît pas la fonction originelle de départ. C'est-à-dire dire, est-ce que ça a été une sépulture? Oui, oui, ça l'a été certainement, on a mis des ossements. Alors, il y a peut-être eu des morts qui ont été entreposés dedans au cours des milliers d'années de périodes où c'était à l'abandon. Mais au départ, on sait pas, on ne sait pas et c'est ça qui est intéressant et qui est important, c'est la question, c'est le départ. Qu'est-ce que c'était au début? Alors, donc clairement, voilà, les rapports de fouilles qu'on peut lire sur les grands tumulus de Bretagne ne donnent pas de résultats significatifs. Alors, sur quoi ça repose quand même cette idée folle? Puisque les preuves matérielles sont vraiment insignifiantes. Et ben, ça repose quand même globalement sur un poncif anthropologique qui est de dire: «Il est de la nature humaine, pour toutes ces anciennes civilisations, d'ériger pour leurs élites un tombeau majestueux et bien visible». Ça vient quand même beaucoup d'Hérodote qui a raconté, à l'issue de son voyage en Égypte, que les Égyptiens avaient fait des grandes pyramides pour enterrer les pharaons. Et ça, c'est une idée qui a fait un chemin et que les premiers archéologues des années 1800 effectivement ont en tête et on sent bien dans les rapports qu'ils cherchent ça. Ils le trouvent pas forcément, mais ils essaient de se convaincre que c'est ça et avec quand même de bien maigres, éléments tangibles et donc l'origine de l'idée, elle est quand même fondamentalement anthropologique. On pense que c'est ça. On pense que les humains par nature, mettaient les personnes les plus importantes pour eux dans des tombeaux, quoi. Mais en fait, il y a tellement de contre-exemples dans l'histoire qui montrent que les humains ont construit des temples majestueux, pas pour y mettre des rois ou des prêtres, mais pour, faire des lieux sacrés. Alors on peut donner des exemples. Chez les Sumériens, la ziggourate d'Ur n'est pas un tombeau. Voilà, elle est dédiée, au culte lunaire. C'est un peu comme une cathédrale. Les pyramides mayas ne sont pas toutes des tombeaux. Certaines le sont, mais de nombreuses sont des temples. La pyramide de Kukulkan, par exemple, ce sont des lieux de cérémonie ou d'observation astronomique. On a d'autres exemples, les stupas bouddhistes, par exemple, qui sont des sortes de réceptacles des différentes choses. On y trouve dedans, effectivement, des reliques osseuses. Mais ce ne sont pas les tombeaux, grands prêtres bouddhistes. Des reliques osseuses, voilà, qui sont plus, heu, des lieux sacrés de dévotion et c'est pas du tout pour glorifier un ancien chef, pas du tout. Autre exemple, Göbekli Tepe, par exemple, un des plus anciens sites au monde. Bah, c'est pas une sépulture. Pourtant, c'est une construction incroyable qui était, pour l'époque, c'est absolument gigantesque, c'est des monolithes qui peuvent atteindre 16 tonnes. C'est un sacré boulot et c'est pas une sépulture. Téotihuacan, les grandes pyramides de Téotihuacan, de la Lune et du Soleil ne sont pas non plus les tombeaux d'un roi local. OK? Voilà, ça sert à autre chose. C'était des lieux de culte, de cérémonies religieuses et non des tombes. Donc en fait, d'un point de vue anthropologique, il y a tellement de contre-exemples qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il est de la nature humaine d'ériger un tombeau pour ces anciens rois. Il y a eu tant d'autres possibilités et pour donner un exemple, en Égypte, pendant très longtemps, les pharaons se retrouvaient aussi dans la vallée des rois. Donc c'était des tombeaux qui étaient taillés dans la roche. On faisait un tombeau qui était décoré avec des peintures, des sculptures, puis on le fermait, on le cachait, il fallait qu'il soit totalement introuvable et on a mis très longtemps à les retrouver. Donc c'était pas du tout visible, c'était caché.
Donc on peut pas du tout dire que dans la nature humaine, on fait des tombeaux, pour les élites. C'est vrai et faux et c'est pas du tout possible du coup de s'appuyer là-dessus pour dire que les dolmens sont des tombeaux. Enfin, à l'origine en tout cas. Et s'il y a eu réemploi, en fait, on peut se poser la question, les gens qui ont réemployé ça quand ils savaient pas ce que c'était, ils se sont dit: «Bah, ça va être d'anciens tombeaux, alors ils étaient magiques peut-être pour la résurrection, alors on va mettre nous aussi nos morts dedans», voilà. Mais la fonction de départ, on la recherche. On y vient petit à petit, hein, on va arriver à donner des hypothèses. Alors moi, je vais donner des hypothèses en m'appuyant sur, des gens très pointus et sérieux. Pour moi, pour tenter de comprendre les dolmens, il faut s'intéresser à qu'est-ce que c'est qu'une caverne d'un point de vue symbolique et mythologique. C'est quoi une caverne? À quoi ça sert? Est-ce qu'une caverne, ça sert à y mettre des morts? Pas toujours. Les cavernes ornées, les qu'on trouve à Lascaux, à Chauvet, la grotte de Niaux dans les Pyrénées, toutes ces cavernes-là, c'était pas des tombeaux. De l'intérieur, on sent bien qu'il y avait du rituel parce qu'on peignait des animaux. Il y a même une caverne dans laquelle on a déposé le crâne d'un ours sur un autel de pierre naturelle. Donc on sent qu'en fait, on est plutôt face à des sortes de quasiment, on peut le dire, de cathédrales de pierre naturelle et c'est intéressant. On peut pas ignorer les travaux de Chantal Jegg, Wolkiewicz, je sais pas comment prononcer, qui a quand même émis l'hypothèse que c'est surtout dans les grottes qui ont une ouverture permettant de faire rentrer la lumière du soleil au solstice et équinoxe, qu'ont été dessinées, pardon, les peintures, rupestres et que les grottes naturelles qui n'ont pas d'augmentation favorable au solstice et équinoxe, par exemple, eh bien, on n'y a pas fait de peinture. Donc elle a quand même montré d'un point de vue statistique que c'était assez significatif. Donc c'est quelque chose quand même qu'on ne peut pas écarter de notre tête quand on sait que les dolmens ont justement des orientations majoritairement ouvertes en direction des points d'arrêt du soleil ou des points médians comme les équinoxes. Donc on a des similitudes intéressantes, d'autant plus que dans les dolmens, il y a parfois des gravures d'animaux à l'intérieur. On peut retrouver un cerf, on peut retrouver effectivement un cachalot dans le dolmen du Manélude. On trouve des ossements d'animaux également. Donc c'est assez, intéressant de voir cette espèce de parallèle et on ne dit pas que les cavernes sont des tombeaux, hein, attention. Et pour aller plus loin, moi je pense qu'il faut quand même énormément intégrer les recherches de Jean-Loïc Lequelec, qui est un anthropologue, ethnologue français, qui a étudié la mythologie et notamment qui s'est intéressé au mythe des origines. Son travail est fascinant, il y a des conférences que vous verrez sur YouTube, il a une chaîne YouTube. Moi j'ai écouté quelques-unes de ses interventions, c'est quelqu'un qui est vraiment connaisseur du sujet, qui est extrêmement rigoureux et il a apporté des preuves, solides. J'ai trouvé ça très convaincant et il a retrouvé quels sont les principaux mythes des origines de la vie, de l'humanité et des animaux et si on écoute les mythes tels qu'ils nous les racontent, eh bien, je vais vous le dire en résumé et vous allez me dire ce que vous en pensez et enfin, vous allez réfléchir peut-être, de votre côté. Heu, il raconte que un des plus anciens mythes qui était déjà présent à l'époque des cavernes ornées de Chauvet, par exemple, eh bien, les humains et les animaux vivaient sous terre, dans le noir et un jour, il y a eu comme une sorte d'ouverture lumineuse, une petite ouverture et la lumière est rentrée dans cette grotte et les animaux et les humains sont sortis et ils ont commencé à se répandre sur la terre. Voilà un des mythes, quand même fondateurs des origines de l'humanité, qui est très présent sur tout le globe, sur toute la terre entière. C'est ce qu'il montre très, très bien, hein, il a fait des bases de données. Et puis il y a un autre mythe très important aussi, qui est que l'humain a été façonné à partir de terre, d'argile, qu'on a façonné pour fabriquer des corps, de terre et qui ensuite ont pris vie. On lui a don on a donné vie à ces corps de terre. Et quand vous repensez du coup à ce qu'on trouve à l'intérieur des premiers dolmens, vous vous rappelez ce que j'ai dit? On trouve un mélange de terreau, de cendres, d'ossements d'animaux, d'ossements d'humains, des objets en pierre, entreposés. Je veux dire, on a quand même, des critères assez intéressants pour, se rendre compte qu'on a peut-être dans ces monuments, en fait, des lieux où on va rejouer, de manière symbolique et rituelle, l'origine de la vie quoi, des animaux et des humains. Avec en plus de ça, ces monuments dolmens
qui ont une ouverture permettant de faire rentrer un petit rayon de lumière à certains moments de l'année. Exactement comme dans le mythe qui nous raconte qu'un rayon de lumière, en fait, rentre dans la grotte et les humains et les animaux sortent parce qu'ils ont vu une ouverture, ils ont vu la lumière, quoi. Donc je trouve que quand on comprend, enfin quand on honnêtement, juste en écoutant ce qu'il racontait sur les mythes, ça m'a sauté aux yeux, au qu'il y avait quelque chose d'important, quoi, et qu'on pouvait pas faire l'économie de son travail sur la mythologie pour étudier les dolmens. À mon avis, il va falloir que les futures personnes qui veulent déterminer ce qu'étaient les dolmens à l'origine ne peuvent pas, écarter le travail de Jean-Loïc Lequelec. C'est pas possible. Parce que peut-être que la véritable fonction rituelle des dolmens, c'est ça, c'est de rejouer le mythe des origines. Quelque part, c'est un rituel magique qui se déroule dans ces monuments. Donc voilà, je pense que pour moi, c'est un point clé, quoi. Alors bien sûr, il y a d'autres choses puisqu'on a démontré que les dolmens sont disposés, alors Howard Crowers l'a démontré largement depuis longtemps, et puis là, moi, je viens de faire un petit film qui s'appelle Arpenteur du néolithique, qui propose une démonstration simple sur un exemple où on a disposé 4 monuments en ligne en respectant des distances bien particulières qui montraient qu'il y avait des connaissances mathématiques, une capacité d'arpentage et une volonté d'organiser l'espace en positionnant les monuments à des points précis. Et ça pas très cohérent avec l'idée de faire des tombeaux. C'est beaucoup plus cohérent avec quelque chose qui consiste à relier la terre et le ciel, à incorporer une sorte de grand tout, une pensée très très élaborée d'un point de vue intellectuel, artistique, symbolique, philosophique, enfin, c'est très, très élaboré honnêtement. On n'est pas habitué à ça. Donc je pense qu'il faut revoir totalement le paradigme et je vous invite à aller voir ce reportage ADN si vous ne l'avez pas vu et à le partager le plus possible parce qu'il est vraiment, solide et j'en suis assez fier et voilà, il faut le faire connaître. Il suscitera au moins le débat. Pour l'instant, aucun argument est parvenu à réfuter, ce qui est présenté dans ce reportage. Il y a quelques personnes qui essayent de mettre des commentaires ici ou là. J'y reviendrai, il y a des questions très intéressantes par contre. Ça sera l'objet de la prochaine vidéo certainement. Voilà, je vous remercie de votre attention et peut-être pour terminer, je conclus en disant: «Les dolmens ont peut-être été des sépultures au cours de leur histoire, mais leur fonction d'origine était peut-être tout autre» et ça, il faut bien le garder à l'esprit, OK? On n'a aucune preuve que leur fonction de départ, c'était ça. C'est pas du tout significatif ce que nous avons et au contraire, les éléments que nous montrons d'orientation astronomique et de disposition les uns par rapport aux autres et le contenu des quelques monuments inviolés au regard de ce qu'a découvert Jean-Loïc Lequelec nous fait penser que c'était bien autre chose au départ. Merci, au revoir et à bientôt. La plus grande concentration au monde de mégalithes se trouve dans le Morbihan, au sud de la Bretagne. Parmi ces monuments, on trouve des tumulus et des dolmens, dont la croyance populaire est d'y voir les tombeaux d'anciens chefs de tribus soucieux de marquer l'histoire de leur présence et leur prestige. Mais la réalité pourrait être un petit peu plus subtile, voire totalement différente pour certains tumulus dolmens. En effet, dans ces tumulus, comme celui de Saint-Michel, les premiers archéologues n'y découvrirent pas de sépulture, mais un mélange de terreaux, de cendres, de magnifiques objets en pierre polie, et des débris osseux provenant d'oiseaux, de mammifères et quelques rares débris humains. Dans d'autres cas, comme dans le tumulus du Mani Erwek, les premiers archéologues ne trouvèrent aucune trace humaine et uniquement des objets, entreposés sur la diagonale de la chambre centrale de manière rituelle. Se peut-il que les tumulus et les dolmens purent servir à tout autre chose que de simples sépultures? C'est ce que notre enquête suggère, mettant en évidence un alignement de plusieurs dolmens sur une distance de près de 8 km. Chacun de ces dolmens étant positionné en suivant une logique mathématique parfaite, révélant des connaissances insoupçonnées dans le domaine des mathématiques et de l'arpentage. Le tout à une époque où l'écriture n'est pas censée exister, il y a environ 7000 ans. Et pourtant, les preuves sont là, solidement ancrées dans la terre, attendant patiemment que des esprits curieux et ouverts
daigne enfin poser un regard nouveau sur ces vestiges.